Bigre, voilà une affiche de propagande électorale tout à fait intéressante en cette période. Il y a un site qui s'appelle Urtica, je l'ai trouvé sur Twitter, et qui doit utiliser d'ailleurs, je suppose, l'intelligence artificielle et qui fait des affiches totalement caricaturales, assez drôles. Et effectivement, celle-ci nous renvoie au comportement de notre kéké national qui continue ses rodomontades. Donc, il a déclaré la guerre à la Russie et il va la faire, mais attention, hein, comme nous a dit le Cornu, on va se réindustrialiser. Et Emmanuel Macron, en grand équipage, est allé poser la première pierre d'une usine de poudre. Hein, il pose des premières pierres pour faire la guerre aux moujiks. Eh bien, écoutez, bon courage à lui. Alors, je fais ce petit préalable parce que je souhaitais vous présenter quelques petites observations initiales avant de passer la parole au général, oh, excusez-moi, Jean-Bernard Pinatel. J'ai essayé de m'éclaircir un peu la voix, j'espère que ça va mieux, que ça va aller mieux. Donc avant de passer la parole à un gradé de haut niveau et en plus d'excellente qualité pour nous parler de ce qui se passe en Ukraine et dans quel état est aujourd'hui l'armée française, c'est effectivement important de savoir de quoi on parle. On imagine, on sait assez bien dans quel état doit se trouver l'armée russe, dans quel état se trouve la pauvre armée ukrainienne, l'armée française que l'on veut non plus projeter, mais envoyer sur un théâtre d'opération de guerre de haute intensité. Il n'est pas tout à fait sûr qu'elle soit actuellement équipée pour le faire. Euh, Autre chose, c'est un petit peu le programme de la semaine. D'abord, en début de semaine, nous allons avoir une émission avec l'ami Alexandre Robert. L'ami Alexandre Robert, ce partenaire canadien qui fait un super boulot. Alors, il vient de publier une vidéo sur l'état de l'armée ukrainienne, cette fois-ci, et non pas comme nous aujourd'hui sur l'état de l'armée française. Et il le fait à sa façon, avec le brio qui le caractérise. Voilà, donc je crois qu'il est assez important de d'aller y faire un tour et elle n'est pas très longue, vous le verrez et je pense qu'on redéveloppera un certain nombre de choses lundi. Je vous mets quelques petites images pour vous appâter. Je n'ai pas mis le lien dans la description parce que je crois qu'il est assez facile à trouver. History Legends, hein, et on tombe directement sur notre ami Alexandre Robert. If the Ukrainian army wants to have a fighting chance in 2024, they have no other choice but to mobilize a lot of people to fill in all their trenches. Here from Politico, Ukraine is at great risk of its front lines collapsing. Oh wow, big surprise! What could have possibly happened? We are winning! As the Russian army is growing by a battalion a day, we're talking about 1,000 new recruits every 24 hours. Ukrainian commanders are now urgently demanding reinforcements. We have a big problem with manpower. We simply lack men. People have lost the enthusiasm which they had at the beginning of the full-scale invasion. We need big reinforcements. Many people here are tired. Now, any male between 25 and 60 years old can be sent right into the Miasarupka, the myth. Alors, je poursuis concernant le programme. En milieu de semaine, je vais recevoir Éric Branca. Éric Branca est un historien qui a écrit pas mal de bouquins et en particulier deux que je recommande. Je vais lancer les émissions sur les bouquins d'ailleurs. Deux que je recommande qui sont L'Ami américain, c'est-à-dire les rapports entre la France et les États-Unis à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et en particulier du temps du général de Gaulle, c'est assez ébouriffant. Et puis un autre qui s'appelle L'Aigle et le Léopard et qui montre comment les élites britanniques ont été à un moment tentées par, non pas par le nazisme, ce serait trop simple de le dire comme ça, mais par des solutions autoritaires et une alliance avec l'Allemagne d'Adolf Hitler.
Donc, ce sera pour le milieu de la semaine. Entre-temps, je pense que je vais réactiver un petit peu les cartouches parce que notre actualité nationale est quand même assez extraordinaire, en particulier sur les réseaux. Il y a les inconséquences de notre kéké, premier roi des Français, qui multiplie les occasions d'humilier notre pays. Là, je viens de voir qu'il a publié un tweet ou un communiqué disant: j'ai prévenu l'Iran de ne pas attaquer Israël. D'abord, première observation, il s'est bien gardé de condamner l'attaque en violation de toutes les conventions internationales, et en particulier de la Convention de Vienne, l'attaque des locaux diplomatiques de l'Iran sur un pays tiers, c'est-à-dire la Syrie. Mais là, cette fois-ci, il prend des grands airs pour dire: aux mollahs, ne bougez surtout pas. Je suis sûr qu'ils sont plaqués au sol, terrorisés par les rodomontades de M. Emmanuel Macron. Donc, je vais faire quelques petites observations concernant notre actualité nationale pour montrer que nous continuons à nous vautrer dans le ridicule. Et à ce sujet, je souhaiterais que on fasse dès maintenant un petit sort au fameux général Richoux. Pourquoi ça? Parce que le général Richoux est un de ces ânes de plateau. Je pèse mes mots en le disant, on va me dire que je suis insultant, mais enfin, écoutez, voilà quelqu'un qui est en permanence sur LCI, il doit cachetonner, je suppose, mais ce sont des cachetons miteux, il doit cachetonner, et à une autre occasion, je ne sais plus quand, il nous avait dit qu'il fallait inonder l'Afrique de fake news. Envoyer des fake news en Afrique parce que la Russie avait un soft power qui était extrêmement puissant, donc il fallait riposter en mentant. Bravo, c'est intéressant. Et là, il a eu un incident avec l'ineffable Alla Poedi, la blonde d'astreinte qu'on voit extrêmement souvent sur LCI, en particulier chez Éric Brunet. Alors, je m'interroge sur les rapports. Non, c'est très mal ce que je vais faire, mais je m'interroge sur les rapports d'Éric Brunet avec Alla Poedi parce qu'elle dit à chaque fois absolument n'importe quoi. Moi, je l'aime beaucoup parce que ses tweets sont extraordinaires. Elle délire à chaque fois et elle manifeste un racisme anti-russe, euh, une slavophobie tout à fait extraordinaire, alors qu'elle doit être elle-même slave d'ailleurs. Ce sont des cafards, nous dit-elle. Et là, elle fait aussi, à l'occasion de la petite séquence que je vais vous montrer, elle fait aussi ce qu'elle adore, c'est-à-dire de cracher sur l'Occident, de nous cracher dessus en disant: vous ne faites pas assez, comment ça se fait, ça n'est pas normal et tout. Et Richoux, pour une fois, parce qu'en général, quand on dit des horreurs sur les plateaux, LCI en particulier, lorsqu'on dit des horreurs, d'habitude, personne ne réagit. Puis là, il réagit parce qu'il dit: oh là là, mais attendez, dites donc, Madame Poédi, il faudrait, puisque vous êtes à ce point belliciste, ben, mettre le treillis puis y aller. Hein. Oh, que n'avait-il fait notre Richoux national? Il se fait ridiculiser, elle l'insulte, elle le traite de troll russe, qui dit la même chose que ce que lui disent ces fameux trolls qu'elle stigmatise sur Twitter. Donc, je veux dire, la séquence est extraordinaire, elle est totalement pathétique. Alors, bon, il s'est fait ramasser sur Twitter. Bien évidemment, j'ai vu passer les messages, tout le monde se fiche de lui. Et puis, il se trouve que moi, j'ai mis un petit commentaire, et je peux le dire ici. J'en profite d'ailleurs pour vous dire d'aller vous abonner sur Twitter, allez vous abonner, et je me répète, allez vous abonner sur le blog, et bien évidemment, là, sur cette chaîne YouTube, mettez des pouces, mettez des commentaires et abonnez-vous. Donc, j'ai mis un petit commentaire à propos de la façon dont les gens se moquaient de Richoux en disant: c'est tellement bien fait pour sa gueule, c'était pas très gentil. Oh là là, mais c'est qu'il a été vexé l'homme.
hein. Il se déconsidère à longueur de plateau, mais il n'aime pas qu'on le souligne et puis qu'on y revienne. Donc, il m'a insulté, je ne sais plus trop ce qu'il a dit. Il a dit que j'avais des poils qui allaient me permettre de supporter les hivers russes qui sont très froids ou je ne sais quoi. C'était totalement absurde et surtout pas drôle. Donc, voilà, je vous offre une petite séquence de LCI au cours de laquelle le général Richoux, une fois encore, se déconsidère complètement. Alors moi, je voulais vous dire, Oui. voilà, avant de nous dire qu'il faut aller combattre sur le sol ukrainien, C'est vous ça, avez ça. l'âge d'aller Là, combattre personne en ne vous infanterie. demande ça. Pourquoi Mais vous n'êtes pas personne ne vous entraîné demande ça. On Bon, demande voilà. juste les armes. Bon. Et les armes, il y en a suffisamment Mais dans le franchement, monde. faut enfiler le tri, il faut y aller. Vous avez l'âge encore, ils vous accepteront. Oui, il faut y mais aller, il est vrai franchement. que- mais- Vous dire êtes que comme l'Europe les est minables faible. trolls russes, vous savez, sur le mais non, mais voilà. Twitter Mais qui c'est- m'écrivent tout non, ça. mais- Mais Allah, mais qu'est-ce qu'elle fait sur Ça les n'est plateaux? pas- Elle fait la belle, Ce que elle je veux n'est pas dans les simplement dire, tranchées. ce que je veux Merci simplement beaucoup dire, pour c'est ce que soutien. ça n'est pas Yaka. Alors, Il n'y a pas Non, il y a Yaka. Yaka, c'est la Voilà, décision si vous savez pas politique. que Yaka, C'est faut beaucoup plus comprendre. facile de la prendre Et j'en ai marre que du de bashing m'envoyer de à la l'Occident guerre. aussi. J'en ai marre du bashing de l'Occident et je le Bah, dis vous très avez clairement. raison, mais il faut s'il vous agir. plaît. Bah, Baissez d'un ton parce qu'on ne Anna, vous entend plus et en fait. on évite comprend sur pas ce ce que- plateau ce avec que les vous gens dites. qui sont sur le plateau de les Non, mais si on de m'attaque, je dois me minables. défendre aussi. Non. Attendez, Non, quand non, même. non, non. Je suis Personne- l'Ukraine, je sais que tout le Non. monde tape Allah- sur l'Ukraine, mais laissez-moi me défendre au moins Alain ici. Poédi, ici, vous n'êtes pas attaqué et vous n'avez pas à dire au Ah ben, général on va Richaud à la guerre. que c'est un minable troll, s'il vous plaît. Merci. Et que Ah, j'oubliais, il y en a un autre que je cite aujourd'hui, c'est ce brave Titelman, alors qui est désormais utilisé pour absolument tous les sujets par, LCI. Alors je sais pas, il a peut-être passé un contrat, quelque chose. Alors bon, il dit tout un tas d'âneries sur l'Ukraine, sur les pertes et tout, donc ça a fait un peu rire tout le monde. Cela étant, il a du succès parce que je crois que sa chaîne était, antérieurement, consacrée à des sujets qu'il semblait au moins en partie posséder, mais là, dès lors qu'il intervient sur la guerre, il dit absolument n'importe quoi. Et il s'est attaqué au droit. Ça, je veux dire, je ne m'y attendais pas, parce qu'il faut être clair. Et donc, il est venu nous expliquer que ce qui se passait à Gaza, le massacre de Gaza, n'était en aucun cas un génocide. Alors, je vais lui rappeler à ce brave Titelman qu'il y a une convention internationale de 1948 qui définit juridiquement ce qu'est un génocide. Et c'est pas par hasard que la Cour internationale de justice a dit qu'il y avait risque de génocide. Elle n'a pas été, puisque c'était une décision de référé. J'utilise ce terme parce qu'il est pratique. C'est pas comme ça qu'il se présente dans les procédures de la CIJ, mais c'est une référence, hein. C'était une procédure de référé qu'on ne pouvait pas trancher la question sur le fond. Donc, on a dit risque de génocide, mais tous les juristes savent bien que les conditions que nécessite cette qualification sont réunies. Ah non, mais M. Titelman, grand spécialiste de droit international, vous dit que pas du tout, c'est pas du tout un génocide, c'est très gentil, c'est une façon de faire la guerre, c'est de l'autodéfense, etc., etc. Alors, j'ajoute concernant cette façon de présenter les choses qu'elle omet une responsabilité particulière de la France. C'est-à-dire que la France, qui a d'ailleurs voté une résolution du Conseil de sécurité qui exige le cessez-le-feu, n'a pris strictement aucune mesure pour que celui-ci soit appliqué par les partis. Et en ce qui concerne le génocide, dès lors que la CIJ a dit qu'il y avait risque de génocide, la France devait prendre des mesures pour éviter que ce risque ne survienne. Moi, je pense qu'elle devrait prendre des mesures parce qu'il y a un génocide, mais des mesures, même s'il y a risque de génocide, pour en assurer la prévention. Naturellement, la France n'a rien fait. Et d'ailleurs, il se trouve que Stéphane Séjourné a dit que effectivement, il faudrait peut-être, si ça s'aggrave, qu'on suspende nos livraisons d'armes à Israël. Ouh là là, les hurlements auxquels il a été confronté. Et cette livraison des armes, elle pose une sacrée question juridique aussi. On y reviendra. On y reviendra. C'est la raison pour laquelle le Nicaragua a lancé une procédure contre l'Allemagne pour complicité de génocide. Alors bon, vous me direz,
le génocide, les Allemands, ils connaissent. Bon, maintenant, on les accuse d'être complices. On verra ce que donne cette procédure, mais ça montre bien que ce que Israël, au nom d'une défense, au nom d'une riposte, a mis en œuvre ce qui était, tout le monde l'a bien compris, une vengeance, et que cette vengeance a pris des formes qui, aujourd'hui, peuvent être qualifiées de génocide. Voilà, c'était le petit mot sur Titelman qui était pour moi l'occasion de revenir sur cet aspect. Donc aujourd'hui, avec le général Pinatel, on ne va pas parler du Moyen-Orient, on y reviendra, peut-être pour une occurrence spéciale. J'y travaille. Et donc, je vous souhaite une bonne visio. En ajoutant, dernier point, ce petit préalable, c'est toujours un serment d'ivrogne. Je vais être court et tout, je suis toujours beaucoup trop long. Le problème, c'est votre soutien, il est précieux. Je voulais simplement donner une indication, c'est qu'en ce moment, j'ai des soucis informatiques dont les origines sont peut-être pas tout à fait innocentes. Hein, c'est-à-dire que j'ai eu, je ne enfin, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai eu des difficultés pour accéder à mes sites, j'ai eu des pannes particulières, pardon, j'ai eu des virus. Bon, c'est du boulot. J'ai dû changer le matériel informatique, mais ça, c'était un petit peu antérieurement. Mais je poursuis la mise en place d'un dispositif qui est un peu plus performant, un peu plus exigeant aussi, un peu plus cher, bien sûr. Donc voilà, c'était pour dire que faire ce travail est toujours consommateur de temps, consommateur de moyens, et pour pouvoir le mener à bien, j'ai besoin de votre soutien. Voilà, bon, j'ai été beaucoup trop long, j'ai été bavard, je vous dis à très bientôt, enfin en tout cas à tout de suite avec le général Richoux. Bonjour, amis fidèles de cette petite chaîne de réinformation. Donc aujourd'hui, pour la deuxième fois, j'ai sollicité le général Pinatel, qui a une brillante carrière militaire et une brillante carrière civile, qui est un spécialiste de beaucoup de questions, qui a une expérience internationale assez importante. Je lui ai demandé de venir un peu nous éclairer sur deux points qui me semblent très importants. Il y a le premier point qui est celui de la situation sur le front, essentiellement en Ukraine, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut se passer. Faire un peu de prospective, c'est toujours dangereux, mon général, hein, de dire qu'il pourrait se passer ceci ou cela. Bon, mes auditeurs savent qu'en ce qui concerne les prévisions d'une offensive importante de masse pour prendre Odessa, personnellement, je suis un petit peu circonspect. Je n'ai pas dit sceptique, je n'ai pas les compétences qui me permettent d'être précis. Donc, je suis un petit peu circonspect sur cette possibilité, compte tenu de ce qu'on peut voir de ce que est devenu une guerre de haute intensité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est de nous éclairer sur ce qu'est aujourd'hui l'armée française, qui n'est plus une armée de conscription, une mutation extrêmement importante. Le général Pinatel a rédigé un article sur un site qui s'appelle Strategica, je crois, où il détaille de façon assez précise. Donc, je renvoie à sa lecture, mais pour ceux qui sont un peu paresseux, d'abord chercher sur Internet et puis ensuite lire, je vais lui demander de nous décrire un petit peu ce qu'est l'armée française et ce qu'impliquerait un engagement sur le terrain tel qu'il est souhaité par Emmanuel Macron. Voilà, mon général, je vous passe la parole sur le premier point. Que se passe-t-il en Europe centrale? Alors, par rapport à l'Ukraine, il est certain, là, aujourd'hui, il y avait le Washington Post qui vient de publier une interview du général Cavoli qui commande les forces de l'OTAN, et depuis son PC en Europe. Et il disait que l'armée ukrainienne, il intervenait pour essayer que le Sénat américain vote les crédits nécessaires, est dans une mauvaise situation puisque aujourd'hui, elle n'est capable, quand les Russes tirent 10 obus de 152, elle n'est capable de tirer que nos buts de 155. Donc,
il y a toujours eu un déséquilibre de feu entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, mais visiblement, par manque de munitions, mais on le savait, puisque on n'avait pas, que ça soit en Europe ou aux États-Unis, une fois qu'on a épuisé les stocks, on n'a pas les capacités de produire les munitions que ont de l'autre côté la Russie. Donc la situation est effectivement alors, très difficile pour l'armée ukrainienne, parce qu'elle a eu quand même beaucoup de pertes. On voit très bien que Zelensky a beaucoup de mal pour mobiliser d'autres personnes, que le grand, tout ce qui se passe en Ukraine, c'est à la fois de la corruption, de gens qui essaient d'échapper au recrutement. Moi, j'ai une personne ici à Biarritz qui a quitté l'Ukraine avec deux de ses enfants. Elle me disait que son mari, qui est avocat et qui a 53 ans, n'osait plus aller à son travail de peur d'être raflé dans la rue et envoyé au front. Donc voilà, donc il y a une situation à la fois personnelle et matérielle très difficile. Alors à partir de là, moi j'ai fait 2 scénarios il y a plus d'1 an, qui sont d'après moi toujours valables. Le 1er scénario, c'est ce que j'appelle le scénario coréen. C'est-à-dire que, Poutine et je suis assez d'accord avec vous pourquoi il est d'après moi, c'est que Poutine va se contenter de la Crimée et des 4 oblasts qu'il a annexés. Et ça, il lui reste beaucoup de terrain à conquérir, notamment dans le Donetsk. Il a les 2 plus grandes villes de Donetsk à conquérir, donc c'est pas une chose qui sera nécessairement facile. Et de plus, il y a les élections américaines. Or, dans les élections américaines, Trump est sorti dans la presse américaine l'idée de Trump pour régler le problème en 48 heures. C'est-à-dire que pour Trump, il dit il faut que l'Ukraine abandonne ces 4 oblasts qui ont été annexés par la Russie, et nous, on va lui donner beaucoup d'argent pour qu'elle se reconstitue. C'est-à-dire que la position de Trump est une position tout à fait raisonnable, parce que jamais, quelle que soit l'aide classique que l'on donne à l'Ukraine, elle pourra reconquérir les 4 oblasts annexés. Pourquoi? Parce que maintenant, du point de vue russe, ils sont russes. Et les Russes ont une doctrine militaire qui est tout à fait claire. Si le territoire russe est menacé par une attaque classique, eh bien, on utilisera l'arme nucléaire non stratégique, c'est-à-dire tactique pour les Russes, mais ils appellent ça non stratégique, pour défendre le territoire national. Et ça, les Américains le savent. Et moi, dans le livre que je vais sortir, j'ai les déclarations de Biden qui ont été citées par The Economist, qui croit complètement que Poutine le fera. C'est pour ça que les Américains, depuis 2 ans, ne donnent à l'Ukraine que juste ce qu'il faut pour survivre, mais jamais les moyens pour gagner. Moi, j'ai un général américain de mes amis qui m'a dit We give Ukraine enough to survive, but not enough to win. Donc les Américains ne veulent surtout pas la nucléarisation de ce conflit. Parce qu'ils savent très bien que si Poutine nucléarise ce conflit, parce que c'est ses intérêts vitaux, jamais eux n'escaladeront nucléaire, parce que l'Ukraine, c'est un pion dans leur stratégie mondiale. Et donc les Européens se rendraient compte que le parapluie américain est percé au moins pour les pays baltes, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans une situation où Poutine a, quel que soit l'état de l'armée ukrainienne, a peut-être l'intérêt politique de ne pas aller au-delà des 4 oblasts. Ça, c'est le premier scénario. Et à ce moment-là, on se trouve dans une situation qui dure en Corée depuis 78 ans, c'est-à-dire les Américains et les Chinois ont signé un accord, on n'alimente pas le conflit, mais la Corée du Nord et la Corée du Sud n'ont jamais signé un armistice. On est dans une situation de non-guerre. Donc voilà, c'est ce que le scénario. Voilà. Le deuxième scénario, et c'est celui-là, c'est que s'il y avait vraiment un effondrement de l'armée ukrainienne, ça peut arriver, parce qu'on a quand même, y compris Le Point, qui a publié il y a quelques temps l'interview d'un commandant
de bataillon qui est monté au front avec 500 hommes en octobre 2023 et qui dit aujourd'hui, j'ai eu 140 morts, j'ai eu 80 déserteurs, 40 que j'ai mis en prison pour insoumission, et donc il m'en reste 250. Et dans ces 250, il me reste pratiquement que les officiers, les logisticiens et les artilleurs. Tous les gens de contact, cavaliers, fantassins, ils ont disparu. Donc, si vous voulez, il n'est pas, et on a d'autres exemples qui ont été publiés par la presse américaine, donc il n'est pas impossible à un moment que ça craque. Si les Russes appuient trop fort, ça craque. À ce moment-là, il faut bien savoir que Poutine, contrairement à ce qu'on dit, est un modéré en Russie. C'est-à-dire qu'il a une aile droite à la Douma qui est hyper nationaliste et qui veut aller jusqu'à la Transnistrie et prendre les deux oblasts jusqu'à Odessa, à l'ouest du Dniepr. Et pour moi, si vous voulez, j'ai appelé ce scénario un pont trop loin. Parce que je pense militairement qu'il peut y aller. Si l'armée ukrainienne craque, il aura les moyens d'exploiter. Mais le problème pour lui, c'est qu'il faudra les conserver après. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le front, c'est 900 km, en gros. Mais les 450 km du bas, c'est le Dniepr qui les protège. Si jamais il prenait les deux oblasts de Zaporijjie et d'Odessa, il aurait un front est-ouest jusqu'à la Transnistrie à rajouter de 450 km à protéger face au nord. Et donc, ça lui ferait vraiment un front de 900 km. Il faudrait donc qu'il mobilise beaucoup plus d'hommes qu'il n'en a mobilisé actuellement. Donc, pour lui, c'est un calcul de coût intérêt qui d'après moi, s'il y a une tentation stratégique forte d'aller à Odessa, le coût peut être énorme pour la Russie. Et moi, je pense que c'est là où il y a le risque à terme de nucléarisation du conflit. Donc voilà, donc il est possible que Poutine ait envie aussi, parce que le bargain avec les Américains a continué en permanence. Biden ou Trump parlent avec Poutine régulièrement, il ne faut pas se faire des yeux, par-dessus la tête de Macron, par-dessus la tête des Oui, ça. Européens, ça il faut... Et mon général, ni Trump ni Biden ne publient ensuite la vidéo de leurs entretiens avec Poutine, comme l'a fait notre cher président. Ben, écoutez, bon, oui, mais il fait de la com. On sait qu'il fait de la Mais com bien sûr. depuis longtemps. Voilà, donc effectivement, pour moi, je ne fais pas de prospective, mais je dis il y a deux scénarios. Il y a un scénario qui m'apparaît intéressant pour nous et pour l'Europe, c'est-à-dire qu'on arrête, et pour les États-Unis aussi, parce qu'il ne faut pas croire qu'aux États-Unis, il y a un article très long de Foreign Affairs qui est sorti, qui dit qu'on n'a pas intérêt à avoir un conflit trop long, les Américains. Maintenant, ils ont eux atteint leur but de guerre, c'est-à-dire créer un mur de haine entre l'Europe et la Russie. Donc, ils ont évité que l'Eurasie se fasse à partir de l'Europe vers la Russie, mais ils n'ont pas intérêt à pousser trop et notamment à continuer à ce que se cimente une alliance de la Russie avec la Chine. Et il faut savoir que la Russie se méfie énormément de la Chine. Moi, j'ai été beaucoup en Russie, j'étais à Krasnoïarsk, j'étais quelqu'un de proche du général Liebet quand il était le gouverneur de Krasnoïarsk. Il faisait la chasse aux immigrés chinois dans son Kras. Voilà, donc on sait très bien la situation qu'il y a du côté de Vladivostok. Les Russes savent très bien qu'ils ont un habitant au kilomètre carré dans toute la Sibérie, que de l'autre côté, il y en a 250 au kilomètre carré. Donc, les Américains ils voulaient surtout séparer l'Europe de la Russie, c'est réussi pour longtemps, mais continuer à cimenter l'alliance de la Russie avec donc des BRICS contre nous, si vous voulez, c'est pas nécessairement leur intérêt. D'autant plus, si vous voulez, on a très bien vu que l'Inde, qui était pour eux un partenaire pour contrer la Chine et la Russie, maintenant est très lié
y compris à la Russie, et négocie quand même pas mal avec la Chine. De la même l'Afrique du Sud, dont les États-Unis sont le premier partenaire commercial, le premier investisseur, leur a claqué la porte. Et on a vu la marine d'Afrique du Sud faire des manœuvres avec la marine russe. Donc, les Américains n'ont pas intérêt à une guerre longue. Donc, c'est pour moi que je dis ce premier scénario m'apparaît le plus raisonnable. Ça ne veut pas dire que le Alors, j'ai monde une est question, mon général. oui, J'ai une question sur la position américaine. Euh, vous analysez leurs intérêts et vous avez raison, c'est la défense de ces intérêts qui les détermine. Moi, j'ai été frappé par l'interview de Blinken qui a montré qu'il parlait parfaitement bien le français quand Rochebain, le journaliste de LCI, l'a interrogé et qu'il a dit nous n'irons pas en Ukraine au sol, nous n'enverrons pas de soldats. Et Rochebain lui dit mais pourquoi? Parce que ce ne sont pas nos intérêts. Bon, sans blague. Bon, de temps en temps, c'est des vérités qu'il faut rappeler. Non, ma question, c'est est-ce que c'est si homogène que ça, les États-Unis, parce non, que on non, c'est sait. pas, je suis d'accord avec vous, c'est pas homogène. Là, ce que je vous dis, c'est dans l'interview de ce matin du Washington Post, c'est ce que disent les sénateurs républicains qui disent il est temps que les États-Unis s'intéressent à que nos intérêts. Et notamment, ils critiquent énormément les Européens, et c'est ce que vient de sortir le Washington Post. Ils disent qu'il n'y a que 11 pays sur les 27 qui ont atteint les 2%. Donc, ils nous demandent de nous défendre, et eux, ils ne font pas l'effort de défense. Et il est temps qu'on s'occupe que de nos intérêts. Et donc, ça, c'est une partie, si vous voulez, des États-Unis. Puis il y a l'autre partie qui sont un peu les néocons et qui sont J'allais et y dire. et voilà, et qui sont le complexe militaro-industriel, etc., qui disent l'Europe est très intéressant parce qu'avec l'OTAN, on tient les Européens et ils nous achètent nos matériels. Voilà. Et donc, et tout si on peut dire, la chimère de Macron de créer une industrie européenne et une défense européenne, si vous voulez, pour moi, c'est une chimère dans la mesure même où il y a une grande partie des Européens qui préfèrent euh, que la défense soit assurée par les États-Unis que par la France. Voilà, non, vous avez totalement raison. La position aux États-Unis, il y a Biden d'un côté, puis il y a Trump de l'autre. Pour Trump, c'est America First. On C'est arrête clair. les frais. Hein, on arrête les frais, mais après avoir négocié. Oui, bien sûr. Ah bah. Après, voilà, après avoir négocié, et parce que on a notamment pour Trump euh, un adversaire potentiel très important, c'est le Pacifique et c'est la Chine. Et vous savez que là encore, c'est sorti dans la presse américaine. Je ne lis que la presse américaine, hein, donc je suis abonné. Je suis abonné parce que, si vous voulez, c'est les seuls qui donnent des faits. Il y a eu, il y a 2 mois ou 3 mois, un interview, en fait, non, un compte-rendu de ce qui s'est dit au Sénat américain. Le patron de la marine américaine, appuyé par le secrétaire d'État à la marine, a dit « Je n'ai pas assez de missiles mer-mer pour faire la guerre à la marine chinoise. » Alors, mais pourquoi? Ben parce qu'aux États-Unis, ils ont fait un peu comme nous, ils n'ont que deux entreprises, Raytheon et une autre, qui fabriquent des moteurs de fusée. Aussi bien les moteurs de fusée pour aller dans la Lune que les moteurs de fusée, des Stinger ou des Javelin. Et il y en a un des deux, c'est pas Raytheon, l'autre a eu un incendie, donc plus le Covid, ils sont dans des retards de livraison considérables. En plus, ils ont donné pratiquement tout leur stock de l'armée de terre à l'Ukraine, puisque aujourd'hui, ce que disent les Américains, il faut entre 5 et 12 ans pour reconstituer nos stocks avec le rythme de production actuel. Donc, si vous voulez, ils sont, comme disent les Anglais, we are out of weapons. Nous n'avons plus d'armes.
Donc, ils ont aussi une pression pour des militaires, pour dire: «Là, il serait un peu temps de s'occuper de nous parce qu'on s'est mis à poil». On s'est mis à poil et comme on ne veut pas utiliser l'arme nucléaire, sur l'Ukraine, et ben, il serait peut-être temps de s'occuper de nos intérêts. Donc si vous voulez, il y a une partie des Américains qui disent ça, puis il y a les autres qui disent: «Non, non, continuons à aider parce qu'ils vont nous commander du matériel». D'ailleurs, les démocrates, il y a un démocrate qui a dit à la Chambre, on a donné sur les 60 milliards qu'on a donnés pour l'Ukraine, il y en a 58 qui ont été à l'industrie américaine. Il n'y en a que 2 qui sont partis. Avec au passage, probablement quelques rétrocommissions Ouais. pour les politiques. Mais Voilà, enfin, donc, vous voyez, il y a un vrai débat aussi aux États-Unis, mais ça, c'est la présidentielle qui va, qui va heu, qui va le clore. Et c'est pour ça que je pense, je ne sais pas, mais je pense que Poutine en tient compte aussi et que si en revanche, que s'il allait, d'ici la présidentielle sur Odessa, ça changerait complètement la perception, du risque pour l'Europe parce que là, il viendrait contre la Roumanie, et cetera, et tout ça. Donc, ça changerait la perception qu'a l'Europe et peut-être les États-Unis du risque russe. oui, mais justement, ce risque russe, la Russie a probablement une situation d'économie industrielle qui n'est pas mauvaise, mais c'est un petit pays, ils ont 140 millions d'habitants, ils ont une démographie qui est pas Ouais. extraordinaire. Donc, certes, euh, Donc, Emmanuel Macron a parlé d'Odessa, c'est-à-dire faut pas que les Russes prennent Odessa parce que ça fermerait la mer Noire à l'Ukraine. Mais ce qu'on entend de façon très contradictoire d'ailleurs, hein, parce que notre ami le président de la République vient dire oui, mais c'est une petite économie, ils n'ont pas le PIB de l'Espagne, ce qui n'est pas très sérieux. Mais d'un autre côté, on nous dit mais ils vont nous attaquer dès qu'ils auront avalé l'Ukraine. mais non, Donc mais c'est pas sérieux. Si non. vous voulez, ils ont mis en 2 ans, ils n'ont conquis que 17 du territoire ukrainien. Voilà, donc si vous voulez, quand on nous dit, après l'Ukraine, ils sont prêts à envahir l'Europe, non, le risque, il y a un risque certainement pour les pays baltes. Parce que là, les pays baltes, il y a énormément de Russes qui sont très maltraités dans les pays baltes. Les pays baltes, il y a, dans je ne sais plus, dans l'Estonie ou et cetera, il y a jusqu'à 40 des minorités de Russes et qui sont donc voilà, mais maintenant qu'ils sont rentrés, dans l'OTAN, c'est un autre problème. Donc non, moi je pense, la Russie, si vous voulez, n'a pas les moyens même de s'emparer de toute l'Ukraine et surtout de la conserver. Parce que Ben oui. ce qu'on oublie profondément, c'est que la Russie a été traumatisée par l'Afghanistan. Ils savent très bien qu'on peut très bien, conquérir un pays, mais conserver un pays quand la population est contre, c'est, avoir du terrorisme et cetera. Ils ont eu énormément de pertes en Afghanistan. Moi, qui était un proche du général, Lieben me le disait. C'est dans leur mémoire collective très fort. Donc aller s'emparer de la partie, ouest, de l'Ukraine, où là, ils ont, des gens, dont l'historique a été d'être les alliés des nazis. Quand même, les nazis ont levé 3 divisions SS, hein, dans cette partie-là, avec toute cette tradition de la Silésie et compagnie. Ils n'ont aucune envie d'être confrontés à un terrorisme, un terrorisme en occupant des pays qui leur sont hostiles. Et donc, ils n'en ont pas les moyens et en plus, ils ont la mémoire, de ce qui se passe quand on occupe un pays, qui ne veut pas hostile. Ils n'en ont pas les moyens, ils n'en ont pas les moyens. Voilà, donc en revanche, sur Odessa, pour moi, il reste toujours un risque parce que à la Douma, il y a des excités, comme il y a des excités chez nous ou ailleurs, si vous voulez, et si l'armée ukrainienne craquait, vraiment s'effondrer, je ne sais pas si Poutine
aurait la capacité de résister. Alors, il faut quand même savoir que Poutine a toujours même en 2014, une extrême droite très poussée. Après avoir pris le Donbass, euh, il voulait aller jusqu'à Mariupol. Et c'est Poutine qui a bloqué. Il a été énormément critiqué en Russie à ce moment-là. Quand ils ont fait ces référendums et que Poutine, en 2014, et que Poutine a dit ils ne sont pas légitimes parce qu'il croyait dans les accords de Minsk II, eh bien, il a été critiqué énormément par sa C'est droite. vrai. Voilà, donc pour moi, je dis, ce deuxième scénario, je ne peux pas le refermer. Je ne peux pas le refermer. Je pense que moi, si j'étais le chef d'état-major, le chef d'état-major, je dirais, OK, on peut aller à Odessa, mais après, pour conserver Odessa, c'est pas gagné. Voilà. Donc, j'ai sorti d'ailleurs une analyse en coût-efficacité de cette affaire. Voilà. Je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez de 2014, où justement, annexion ultra rapide de la Crimée, c'était pour protéger Sébastopol. À mon avis, c'était essentiellement ça, plus que l'expression d'un nationalisme qui existe, hein, qui est très fort en Et Russie. il y Mais je avait quand pense, même 97% de gens au référendum qui ont voté pour la Russie. Hein, donc, oui, oui, oui. Donc ça, c'est c'était pas compliqué à ouais. faire. Mais après, il y a eu effectivement la rébellion de ces républiques séparatistes autoproclamées. Mais on a beaucoup reproché, vous avez raison, et pas seulement en Russie, on a beaucoup reproché son, entre guillemets, inaction à Vladimir Poutine, mais je dirais que c'est parce que il n'en avait pas les moyens non plus. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire que les premières sanctions qui sont intervenues après la Crimée, qui ont coûté cher à nos agriculteurs, n'est-ce pas, hein, les ont amenés à se transformer. Donc, Totalement, alors, totalement. c'est clairement qu'en 2022, la situation était différente. Et ils l'ont Totalement. prouvé. Ils Ils étaient l'ont prouvé. prêts aux sanctions, ils étaient prêts à la guerre économique qu'on allait leur Mmh. lancer. Et ça les Occidentaux, j'ai l'impression, n'ont pas vu arriver ce problème. Donc, mais si, et justement, cette stratégie prudente qui a fonctionné, parce que bon, moi ça c'est ma position, mais sur l'opération initiale qui n'était pas une opération de conquête et qui a, avec une sous-estimation en effectif, on était à 160 000, je crois, et Oui. donc elle a réussi, si on en croit ce qu'ont dit tous les témoins, puisqu'il y a eu les fameux accords d'abord de Biélorussie, de Minsk à nouveau, et il y a eu les accords en Turquie, et qui ont été remis en cause par les Occidentaux, essentiellement avec la fameuse démarche de Boris Johnson. Mais si clairement, si ces accords ils étaient paraphés, c'était une proposition de Zelensky, avait été appliquée, ça ne se serait pas passé de cette façon-là. Après, ils se sont adaptés, mais ils se sont adaptés, ce que vous dites, un peu à l'économie. Parce que le territoire qu'ils ont conquis, c'est celui qui les intéresse. C'est quand même l'Ukraine utile. Hein. C'est, Mais les Russes, ce qu'on oublie, c'est qu'effectivement, chez nous, on parle de cette opération avec 160 000 hommes qui a été lancée sur un front de près de 1000 kilomètres. Elle a effectivement, après, il y a eu les replis opératifs du Nord et du Sud. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette opération, les 17% du territoire ukrainien ont été conquis durant cette opération. oui, oui, tout à fait, dans Et les premières après, ce semaines. qui a conquis depuis, c'est quelques kilomètres carrés, c'est Bakhmout, c'est des trucs comme ça. Mais bon, il faut savoir que dans le Donetsk, c'était une véritable ligne Maginot qui a été construite. Et donc, ils ne pouvaient pas attaquer frontalement ce truc-là. C'est pour ça qu'ils sont passés par les ailes. Et que ça a surpris d'ailleurs énormément les Ukrainiens qui ont été obligés de dégager, etc. Donc, si vous voulez, la première opération était une opération très risquée pour les Russes,
mais qui a quand même fonctionné, où ils ont eu beaucoup de pertes. Il ne faut pas cette illusion. C'est là où ils ont eu pratiquement énormément de pertes les 3 premiers mois, mais qui leur a permis de conquérir le terrain qu'ils tiennent actuellement. Parce ils sont passés sur les flancs de la ligne Maginot qui avait été construite dans le Donetsk et où la majorité de l'armée ukrainienne et la mieux équipée était stationnée probablement pour attaquer Donetsk et pour liquider cette province séparatiste. Voilà, donc aujourd'hui, ben voilà, on est dans une situation où, il y a 2 scénarios pour moi, il y a est clair et net et ça, je fais pas de prospective si vous voulez, je fais de la prévision avec des scénarios, et je ne suis pas en mesure aujourd'hui de discriminer l'un et l'autre. Mais je suis, pour moi, de mon avis, plutôt proche de vous. Je pense que, jusqu'à l'élection américaine, Poutine n'ira pas jusqu'à Odessa. Parce que ça pourrait faire basculer, aider aussi les démocrates en disant, voyez, il va jamais s'arrêter, quoi. Voilà. Donc, et je pense qu'il a intérêt à contenir ses troupes à continuer à grignoter, puisqu'il va le faire, hein, parce qu'on est loin, il est loin d'avoir conquis le Donetsk, hein. Il lui reste encore 40% de l'oblast du Donetsk à conquérir et un peu partout. Dans les 4 oblasts qu'il a annexés, il lui reste du terrain à conquérir. Donc, je pense qu'il a intérêt à terminer cette conquête d'ici l'élection américaine et après de voir. Alors, c'est ce que vous dites, effectivement, c'est sur une stratégie qui soit une stratégie mesurée, avec des objectifs on n'est pas dans la tête des dirigeants russes, ni les politiques, ni ceux de l'état-major, mais une stratégie mesurée qui leur permettrait de maîtriser la partie qui les intéresse, parce qu'elle est russe, parce que c'est l'Ukraine utile, et puis qui n'aillent pas dans des endroits qui seront impossibles à contrôler, impossibles à organiser. Et véritablement, je pense que ce serait de leur part une erreur. Bon, à partir de là, on est dans le, comment dire, dans le prospectif. Euh, ce que je pense, c'est que, enfin, ce que je pense, la question que je me pose et que je vous pose, c'est que cette situation, admettons qu'ils arrivent par l'usure, par l'effondrement de l'armée ukrainienne, qui ne serait, d'après ce que vous nous dites, pas nécessairement suivi euh, de l'investissement de la totalité de l'Ukraine. Hein. Non, non, il y a les objectifs qui sont les nôtres et que cela, mais va quand même créer une situation qui va être une situation, votre scénario à la coréenne, une situation particulière quand même, parce que on va avoir aux portes de la Russie, puisque la partie ukrainienne annexée sera russe, un pays qui va être difficile, qui va peut-être être intégré à l'OTAN, qui va peut-être être intégré à l'Union européenne, qui va être... Il ne sera pas intégré à l'OTAN. Il sera pas intégré à l'OTAN. Là, clairement, s'il y a le bargain, notamment avec Oui, Trump, d'accord. avec Trump, c'est clairement on s'arrête là, on admet cette annexion. Nous, États-Unis, on admet cette annexion, pas nécessairement dans une conférence de presse, et on aide l'Ukraine à rester démocratique, peut-être à intégrer l'Union européenne, mais ça, ils auront du boulot quand même parce qu'ils sont loin de remplir les critères. Mais on ne fera pas rentrer, parce que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, Poutine continuera la guerre. Oui, c'est ça. Voilà, donc alors il faudra un moment qu'on décide, est-ce que, et là encore, si vous voulez, que Macron ait envie de faire la guerre, c'est un truc, mais dans l'Europe, quand vous regardez les sondages, il n'y a pas grand monde qui a envie de la faire. Hein. Voilà.
Non, non, ah ben non, Notamment, ça, et notamment en Allemagne. On va voir, il y a trois, les partis extrémistes, quoi, du moins, les deux ailes, euh, sont entièrement de droite et de gauche en Allemagne, très opposés à la participation à la guerre. Donc, si vous voulez, et on va voir, il y a trois Länder où les élections ont lieu en 2024, on va voir, ça va être très intéressant de voir ça. alors, surtout que moi, ça me rend un peu optimiste. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais moins pessimiste peut-être. Toutes les études d'opinion montrent bien que, naturellement, en Europe de l'Ouest, l'envie de faire la guerre est très faible, c'est-à-dire que personne n'a envie d'aller se faire tuer, et en particulier quand on voit la façon dont elle se déroule en Europe centrale. Mais il semble qu'en Russie aussi, alors c'est sans commune mesure avec chez nous, mais en Russie aussi, je veux dire, une classe moyenne qui s'est constituée. Bon, ils sont patriotes, c'est clair, très patriotes même, mais bon, si on peut éviter d'aller se faire tuer, c'est quand même pas mal. Donc ça, moi, quand je dis que ça me rend moins pessimiste, c'est que pour faire la guerre, faut être deux. Je pense que la guerre en Ukraine, avec le bilan terrible pour l'Ukraine en particulier, avec les pertes considérables, avec un pays qui est détruit, soyons clairs, toute une partie de la population qui est partie ne reviendra pas. Je veux dire, une démographie qui est effondrée. Les hommes L'Ukraine aujourd'hui, par rapport à l'Ukraine il y a 10 ans, c'est la moitié de la population. c'est C'est dingue. voilà, donc Et c'est donc, et donc cette expérience-là, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui a envie de la revivre. Et c'est là où on se dit, et je pense aux responsabilités de ceux qui, en particulier quand les accords étaient possibles, c'est ce qu'avait dit euh, Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, qui avait dit, mais attends, tout était prêt. Hein, et ce sont les Occidentaux, enfin ah essentiellement ben les non, Anglo-Saxons. c'est une petite bande, si vous voulez, d'intérêts particuliers qui ont eu intérêt et notamment l'intérêt anglo-saxon, parce qu'à l'époque, si on était à arrêter la guerre au bout d'un mois, euh, surtout les Allemands, il faut quand même bien comprendre que les Allemands, depuis Guillaume II, leur débouché n'est pas l'Ouest, mais l'Est. Il faut quand même rappeler le train Berlin-Bagdad, Turquie, Ankara, Bagdad, Bassora, etc. C'est des Allemands. Pour les Allemands, leur débouché naturel, c'est l'Est. Et donc, parce que leur industrie a besoin du gaz et du pétrole et des matières premières qui se trouvent là-bas. Donc, les Allemands, ils étaient très proches, beaucoup plus proches que nous, des Russes. Et notamment encore aujourd'hui, dans l'Allemagne de l'Est, vote contre la guerre, beaucoup plus que l'Allemagne de l'Ouest. Mais quand on y réfléchit, enfin l'Allemagne qui avait réussi à mettre l'Europe en coupe réglée, soyons clairs, hein, c'est-à-dire de la puissance industrielle avec comment dire des réserves de change extraordinaires. Enfin bon, ils avaient l'énergie pas chère, ils avaient une main d'œuvre formée dans la Mitteleuropa, des Ouais. anciens pays socialistes, ils avaient, hein, et qu'ils faisaient venir et qu'ils utilisaient, parce que bon, ils ont une démographie chancelante, mais ils avaient une solution confortable, les Allemands, et là, la situation dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Moi, là, je comprends mal, y compris leur passivité face au sabotage de Nord Stream, quoi, dont on sait très bien d'où il vient. Oui. Donc, c'est étonnant, Et parce que mais justement, toute disons, la social-démocratie qui est au pouvoir en Allemagne est très contestée à droite et à gauche, chez oui. eux. Très, très contestée. Et il est possible que cette année, ils perdent la majorité. Voilà, on va voir. Mais l'Allemagne est le centre
de ce qui va se passer en Europe. On a très bien vu quand Macron a voulu envoyer des troupes, Scholz lui a dit tout de suite: «Arrêtez, c'est des conneries, quoi». Voilà, donc c'est, non, après on pourra parler de l'armée française et de Macron, mais si vous voulez, Ben si, mon général, on a justement, oui, non, non, justement, justement, voilà une excellente transition, hein. Voilà une excellente transition. euh, c'est que, oui, l'Allemagne et d'autres. Bon, j'ai vu que en Slovaquie, ils avaient élu un président qui est conforme au Premier ministre, qui dit non, non, attendez, on arrête ça parce que c'est pas possible. Et donc, sur notre président qui c'est mon analyse, je l'ai écrit, j'ai fait un long article là-dessus et je l'ai dit à plusieurs reprises. Je pense que c'est une initiative, celle du 26 février, lorsqu'il y a cette fameuse conférence, sans prévenir personne, comme il fait d'habitude, comme quand il a été voir Netanyahou, il a dit on va faire une, parce que BHL lui avait proposé, on va faire une coalition anti-Hamas, comme on a fait une coalition anti-Daesh, sans prévenir ses conseillers de l'Élysée et sans prévenir le Quai d'Orsay. Donc, cette fois-ci, cette fameuse conférence de presse après la conférence du 26 février, c'est une initiative qui est, à mon avis, à vocation de politique intérieure, dont il très a bien. été Moi par la aussi. suite prisonnier. Dont Oui, il a été par la suite prisonnier. Et alors là, c'est du trait de caractère, il est parti dans une forme de surenchère pour essayer finalement de jouer cette partition. Il est en difficulté politique avec des européennes qui se profilent, qui vont pas être terribles pour son parti et pour lui-même. Il est en fin de mandat. Enfin, il lui reste 2 ans et demi, certes, mais il n'est pas rééligible. Il n'est pas rééligible. Il a une chambre, une Assemblée nationale qui est difficilement gouvernable. Elle n'est pas ingouvernable, mais elle est difficilement gouvernable. C'est compliqué. Donc, il est parti dans cette direction, à mon avis, pour essayer de se retaper politiquement. Je crains que ce soit difficile. Alors, oui, alors mon général, surtout par qu'est-ce qu'on rapport va à aller faire en Ukraine? alors, si vous voulez, il faut revenir un petit peu à ce qu'est l'armée française et les intérêts français. Bon, la France, moi je suis assez gaulliste, si vous voulez, je suis un gaulliste de gauche, proche de Chevènement, et cetera. Donc la position de la France est originale en Europe. Bon, la France est à la fois une puissance maritime, 5 000 kilomètres de côte, 12,5 millions de zones économiques exclusives avec nos départements d'outre-mer, à l'égalité avec les États-Unis, comme d'ailleurs puissance maritime comme la Grande-Bretagne et comme les États-Unis, mais on est en même temps une puissance continentale comme l'Allemagne et la Russie. Et donc, si vous voulez, on a militairement la nécessité d'avoir à la fois une marine, une armée de terre et une aviation, alors que les Anglais n'ont plus d'armée de terre. C'est fini. Ils n'ont plus qu'une marine et une aviation. Vous voyez, et l'Allemagne n'a pas de marine. Voilà. Donc nous, on a, avec un budget restreint, et en plus, on a 30% de ce budget qui est consacré à notre force nucléaire, qui est le socle de notre défense et qui nous assure, on est le seul pays d'Europe qui se défend lui-même. C'est-à-dire, on n'a pas besoin des États-Unis, on a une capacité en deuxième frappe, c'est-à-dire en ayant été frappé premier, de détruire de tout adversaire potentiel, si vous voulez, de lui faire plus de destruction que l'enjeu que l'on représente. Voilà, donc la France, elle assure sa défense par elle-même, mais en même temps, elle est tenue d'avoir un spectre de force classique, et c'est pour ça qu'on est une armée d'échantillons, parce qu'on a un petit budget, on a un peu tout, mais et notre problème, c'est le nombre. On n'a pas le nombre, alors qu'on voit bien que la guerre en Ukraine, c'est la guerre du nombre. C'est la guerre du nombre en tout, en chars, en munitions, en forces engagées. L'armée de terre aujourd'hui, c'est 100 000 hommes de postes ouverts, mais ce n'est pas 100 000 hommes sur les rangs. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on a laissé
côté de la condition militaire. Et donc, on n'arrive pas à maintenir, après un premier contrat, sauf dans nos forces spéciales, les soldats et les sous-officiers. Donc, il y a des régiments de chars dans un escadron, on a les matériels, mais on n'a pas les hommes pour les équiper. Donc, si vous voulez, on a une armée, un rapport de l'Assemblée nationale de 2021 disait qu'on avait tellement peu de pièces détachées, etc., que la disponibilité des matériels de l'armée de terre était de 60%, de 70% pour la marine et de 80% pour l'armée de l'air, ce qu'on appelle la NCO. Voilà, donc on est une armée qui était à bout de souffle déjà. C'est pour ça que dès 2017, d'ailleurs, quand on avait fait avec, moi j'ai été le coordinateur défense de Fillon, si vous voulez, on avait prévu une loi de programmation militaire qui démarrait à 3 millions et qui allait à 4 millions. 3 milliards et qui allait à 4 milliards. Macron a fait de 2017 à 2022, a rajouté 2 milliards et 3 milliards, mais ce n'est pas suffisant. Donc on est en période de rattrapage, mais on est parti de tellement loin que notre armée, aujourd'hui, si vous voulez, on a 7 brigades. On a 7 brigades, on n'en a que 2 qui sont au standard de l'Ukraine. C'est-à-dire que, si vous voulez, donc on ne pourrait pas engager, on a une brigade parachutiste, on a une brigade de montagne, on a des brigades qui sont sur des véhicules à roues. Si vous voulez, c'est bien pour aller crapahuter au Tchad ou ailleurs, mais en Ukraine, avec la densité de feu, de matériel, si vous voulez, on a en principe 200 chars à Leclerc, on en a fait en fait 160 sur les rangs qui sont opérationnels. Donc on peut équiper 2 brigades. Donc si vous voulez, on a en force classique, on ne pèse rien. Dans la contre-offensive, pour vous rappeler, les Ukrainiens ont engagé 20 brigades. Donc, ce qu'on pourrait amener en classique à l'Ukraine ne pèse rien. La question qui tue, mon général, Oui. 2 brigades, ça fait, sur ce front qui est 10 très 000 long. hommes. Oui, c'est ça. Oui, alors, ça fait combien de kilomètres qu'on pourrait tenir? Environ, allez, en tirant beaucoup, 50 km. Voilà, mais non, mais c'est pas sérieux. Comme vous dites, moi je pense que Macron, à sa façon, a fait une opération de com et de com intérieur. Je suis assez d'accord parce que si vous voulez, on a une armée. Alors, il faut quand même bien dire, on a un encadrement officier, sous-officier bien supérieur. J'ai écrit un article, moi, il y a plus d'1 an, dans lequel, si vous voulez, en avril 2023, la commissaire parlementaire à l'armée allemande a fait un rapport 170 pages dans lequel elle disait la Bundeswehr manque de tout. Manque de tout. Et j'ai écrit un article en disant la Bundeswehr manque de tout et l'armée française a un peu de tout. Donc nous, c'est vrai, l'armée allemande n'existe pas. Elle n'existe pas actuellement. Elle a dit, c'est pas 100 milliards qu'il faudrait dans le truc, c'est pas 100 milliards qu'il faudrait, c'est 300 milliards. Et encore, en avril 2023, elle disait sur les 100 milliards, elle donne des exemples invraisemblables. Sur les 100 milliards qu'a promis Scholz, il n'y a pas un copec qui est arrivé encore dans l'armée en avril 2023. Donc, si vous voulez, la remontée en puissance de l'armée française et de l'armée allemande, si on voudrait avoir une armée classique européenne, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Et un effort budgétaire, financier considérable. Un effort financier considérable, c'est-à-dire que ce n'est pas les 3 milliards que l'on met, qui est un effort important, j'ai dit, parce que ces 3 milliards permettent de sécuriser notre force de dissuasion nucléaire et de garder sa crédibilité. Mais, si vous voulez, après, on donne un petit peu de choses à droite et à gauche, mais si vous voulez, les aviateurs n'ont pas assez de Rafale, etc., etc. Les marins n'ont pas assez de patrouilleurs. Donc, on a un besoin
pour assurer la défense de nos intérêts qui restent mondiaux. On a des besoins considérables et on a voulu, et en plus derrière, on n'a pas toute la logistique nécessaire pour l'alimenter. Voilà, donc il faut admettre, on ne sait plus stocker les munitions, d'ailleurs, qu'on achète à l'extérieur, etc., quoi. Voilà, donc on a un effort de remontée en puissance qui demanderait 10 ans et des sommes considérables. L'Allemagne, c'est encore pire. Donc aujourd'hui, si vous voulez, sans les Américains, la défense de l'Europe, mais comme on l'a dit tout à l'heure, les Russes n'ont aucune envie d'aller au-delà, je dis sauf les pays baltes. Maintenant qu'ils sont dans l'OTAN, ils n'ont aucune envie de faire la guerre à l'OTAN, parce que ce serait une guerre nucléaire. Ça serait une guerre nucléaire. Alors Oui, moi, je oui. sais, alors si vous voulez, on a beaucoup de gens ici qui parlent beaucoup, si vous voulez, du nucléaire. Moi, j'ai été en charge de la sécurité nucléaire et de 61 à 73, j'ai vu 5 tirs nucléaires de la puissance d'Hiroshima à bord du De Grasse. On était à 6 miles. Je peux vous assurer qu'à 6 miles, donc 10 kilomètres, quand une bombe atomique de la puissance d'Hiroshima pète, moi j'étais sur le pont du De Grasse, je peux vous assurer que ça décoiffe, hein. Donc, s'il y a une arme nucléaire qui tombe en Europe, tout le monde lèvera les bras et la guerre sera terminée. On ne peut pas faire la guerre nucléaire. Ça Mais non. n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est terrifiant. Moi, écoutez, j'étais préparé. Je suis physicien nucléaire, je l'ai préparé, etc. Mais quand on se prend euh, le flash d'abord, le premier truc, puis après, si vous voulez, le son, et avec le souffle, et non, d'abord la chaleur, on se prend, puis le son avec le souffle, on a été plaqué contre les tourelles à 10 km. Hein. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et dans nos forces nucléaires, les têtes de nos missiles, c'est 100 KT, ce n'est pas 20 KT. Chaque missile a 6 têtes, je crois, de 100 KT. C'est ça. Vous voyez, donc, M51, oui, c'est ça. Mais, voilà. alors, mais c'est une chose qu'on ne mesure pas. Vous avez tout à fait raison de rappeler, y compris votre expérience, Ouais. parce que ça, c'est irremplaçable. Une des raisons, parce que quand on parle de la paix en Europe, depuis 1945, il y a eu des conflits périphériques, c'est incontestable, c'est tout à fait incontestable. Vietnam, la guerre de Corée, mais c'est la destruction mutuellement assurée qui a assuré la paix. L'Europe, c'est la paix. Oui, moi, je veux bien, mais Et qui garde la guerre d'Ukraine limitée. Et qui voilà. garde la guerre d'Ukraine limitée parce que les Russes ont dit, si on fait cette guerre, c'est parce que nos intérêts vitaux sont menacés. On ne veut pas avoir des missiles américains installés à nos frontières et on fait ça, c'est nos intérêts. Et les Américains ont compris, vous verrez dans mon bouquin que je publie, Le grand aveuglement européen, au mois de juin, je raconte tout le dialogue qui se passe à la fois extérieur et à vue de tous entre la Russie et les États-Unis sur le nucléaire. Biden a dit plusieurs fois, je crois absolument, Poutine, il est capable d'utiliser l'arme nucléaire sur le théâtre d'opération ukrainien. Et il l'a dit, c'est pour ça, il a donné, The Economist a publié exactement les consignes qu'a données dès le premier jour Biden au Pentagone et à son staff. Aider l'Ukraine tant qu'on peut, mais sans inquiéter Poutine. C'était clair. Et moi, un général américain m'a dit cette formule qui est extraordinaire de cynisme. We give Ukraine enough to survive, but not enough to win. C'est quand même énorme. Et pendant ce temps-là, il y a eu 400 ou 500 000 Ukrainiens tués et blessés. Donc les anglo-saxons ont toujours été d'un cynisme total, on le sait bien. Ça, c'est clair. Et nous, on est des grands humanistes, etc. Mais voilà, il y a une réalité terrible de la guerre. Moi, je connais ça. J'ai été blessé à l'opération à 9h30 du matin. J'ai eu 2 morts et 7 blessés, dont moi, dans ma section. C'est-à-dire que j'ai eu le taux de perte qui se passe en un mois dans une unité élémentaire. Moi, je l'ai eu en un jour.
je me suis battu pour sauver ma peau de 9h30 du matin jusqu'à 18h et j'ai été évacué à minuit. Je peux vous assurer que quand vous devez, survivre en étant blessé gravement, heu, pendant, une journée, c'est des souffrances inimaginables et ça, on l'inflige aux Ukrainiens pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. Ça, Donc c'est moi, alors, si vous voulez, je suis pas quelqu'un, qui est, qui est un grand humaniste, si vous voulez. C'est-à-dire quand on est dans les parachutistes et cetera, on est là pour faire des missions, que le pouvoir politique vous ordonne. Donc, mais quand même, quoi, il faudrait quand même que tous ces va-t-en-guerre de plateau TV, heu sachent, prennent un sac d'abord et aillent dans les tranchées 8 jours. Après on verra on verra ce qu'ils en pensent. Sur le, avant de vous poser la question, Oui. je reviens sur ce que disait Blinken qui est venu en France, en français, dire manifester ce cynisme de façon extrêmement sympathique d'ailleurs, en venant dire: «Oui, on ne veut pas de conflit», exactement ce que vous dites, «on ne veut pas de conflit nucléaire avec la Russie, donc on n'ira pas sur le terrain, parce que ce ne sont pas nos intérêts, on ne veut pas de ce conflit». Bon, mais naturellement, les gens d'LCI, c'était sur LCI, n'entendent pas. Ma question, elle est sur justement l'armée, et l'armée française en particulier, pour former, parce que bon, il faut que les gens s'engagent. Vous nous Oui. avez dit, on ne peut pas les garder. C'est un des problèmes. Non, pas Hein. tous, mais si vous voulez, Oui, voilà. on a un mal pour stabiliser des effectifs et d'ailleurs, le chef d'état-major l'a dit lui-même, hein, donc si vous voulez, on le sait. Parce que la condition militaire, a un retard énorme. Il y a des choses qui ont été faites, mais par rapport, si vous voulez, quand nous, en 2017, on avait évalué ça, qu'on avait rencontré les gens, pour faire le projet Fillon, qui mettait l'accent sur la condition militaire, parce que sans les hommes, à quoi ça sert d'avoir des matériels? Et on est très en retard sur, notamment pour les sous-officiers et les hommes du rang. Voilà, donc beaucoup d'officiers s'engagent par vocation et cetera. Ils supportent des choses invraisemblables, si vous voulez, j'ai rencontré des jeunes officiers, ils sont 250 jours par an en dehors de leur garnison, ils ne peuvent pas avoir de vie de famille. Voilà, donc il nous manque on a un problème de nombre. On a un problème de nombre et de niveau, si vous voulez, de conditions militaires, voilà. Parce que quand on est partout ailleurs avec, Sentinelle et cetera et tout ça, si vous voulez, ils vivent dans des conditions qui sont lamentables et on ne fait pas assez attention donc il y a un rattrapage qui est en train de fait, mais on est parti de tellement loin que si vous voulez, c'est pas aujourd'hui, la condition militaire n'est pas au niveau où elle était de mon temps. Alors, donc, on essaie de renouveler. Oui. Combien de temps il faut pour former un soldat et pour former un sous-officier? Parce que ça Alors s'improvise pas. non, alors ça dépend. Pour former un sous-officier et si vous voulez, et ensuite qui lui-même encadre, alors pas encadre sur, la guerre, mais si vous voulez, il faut une année, quoi, voilà. Il faut une année, il faut pour former un soldat qu'il est capable de tenir son poste, par exemple, tireur de char et cetera, il faut 6 mois. Il faut 6 mois. Mais après, il faut de l'expérience parce que entre, si vous voulez, aujourd'hui, l'armée russe ou l'armée ukrainienne, ils ont 2 ans. Ceux qui vivent, ils ont 2 ans d'expérience d'un combat terrible. Nous, si vous voulez, on a pour vous donner il est très important quand on parle de guerre, de parler des pertes. Bon, quand, toutes nos OPEX, depuis, 1964, on a perdu, y compris avec les grands trucs comme Drakkar, les embuscades en Afghanistan, on a perdu en moyenne un homme par mois. La guerre d'Algérie, c'était 350 hommes par mois. La guerre d'Indochine, c'était aux alentours de 500 hommes par mois. La guerre d'Ukraine, c'est 10 000 hommes par mois et la Seconde Guerre mondiale, c'était 80 000 hommes par mois.
Vous voyez, donc c'est ça la guerre à haute intensité. L'Algérie, il y avait des moments où c'était très chaud. Moi, dans les Aurès, on avait quand même des B-26 qui larguaient des bombes de 250 kilos sur les blocos qu'avaient installés les Chaouia pour qu'on puisse avancer. Donc, mais la guerre qu'ont vécue nos officiers, c'était du maintien de l'ordre, là, les OPEX. Ça ne les empêche pas que ça les a formés. Les Allemands, ils n'ont jamais entendu un coup de feu de leur vie. Il n'y a plus un officier formé en Allemagne, alors que je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les Ukrainiens et les Russes, s'ils n'étaient pas formés, ils le sont. Oui, ça c'est clair, c'est une expérience tout à fait extraordinaire. Mon général, on avait envisagé de parler du Moyen-Orient, mais c'est une question tellement différente de ce dont on vient de parler. Je vous propose de reporter ça parce que c'était tout à fait passionnant. Et puis surtout, comment dire, on ouvre une fenêtre et on voit tout à fait autre chose que ce qu'on nous sert en permanence sur ces médias qui ne pensent qu'à la communication. Bon, on a un peu indirectement parlé des rodomontades du locataire de l'Élysée et sur le fait que, si je vous comprends bien, il est fort peu probable qu'on aille en Ukraine où on enverra peut-être des gens pour faire autre chose que de se battre en première ligne, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Non, on Hein. n'ira pas en Ukraine parce qu'on fait partie de l'OTAN. On ne peut pas faire du en même temps quand on est dans Oui, c'est vrai, oui, oui. l'organisation militaire intégrée. Avant du temps de Chirac, on pouvait y aller on n'était pas dans l'organisation militaire intégrée. L'organisation militaire intégrée, les décisions se prennent à Washington et pas ailleurs. Voilà, et donc on pourrait très bien déployer des gens, une brigade en Roumanie, une brigade en Moldavie, une brigade, vous voyez, des choses comme ça, mais on n'irait pas pour faire de la guerre. On irait pour faire, même pas de la dissuasion, parce que les Russes n'ont qu'une envie d'aller en Roumanie ou en Moldavie, voilà, ou dans les pays baltes. Quand vous êtes dans l'OTAN, les Russes ne veulent pas faire la guerre à l'OTAN, parce qu'ils savent très bien qu'une guerre à l'OTAN serait une guerre nucléaire. Voilà. Oui, Voilà, donc si vous voulez, personne n'a envie de faire une guerre nucléaire. Alors, ce qu'il y a de malheureux, pour terminer, si vous voulez, c'est que nos dirigeants actuels n'ont jamais vu une explosion nucléaire. Chirac en avait vu une, Mitterrand en avait vu une, etc. Ils savaient ce que c'était. Il avait vécu, ils avaient eu la trouille en le voyant. Moi, j'en ai parlé à Chirac. Quand il avait vu ça, il avait dit, bon, ben, terminé, on a compris ce que c'est. après, on les a fait sous la mer, plus que sous la mer, sous la terre de la Après, on mer. les a fait sous terre. On les a fait sous terre. Oui, Mais jusqu'en 74, on les a oui. fait rien. Donc, tous ces gens-là, jusqu'à Chirac, avaient vu un tir aérien type Hiroshima. Ils les avaient vus. Depuis, ils n'ont plus vu. Donc, depuis, pour eux, c'est un truc intellectuel. Non, mais moi, je peux vous assurer, quand je suis rentré du Pacifique, j'ai été admis à l'équipe de l'école de guerre. C'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre. On faisait des manœuvres en tirant des armes nucléaires, si vous voulez, comme on tirait des obus de 155, quoi. Non, mais je leur dis, mais attendez, ça va pas, les mecs. Il y en a un pélo nucléaire qui tombe à 10 km, vous levez les bras et vous rentrez chez vous. Il faut quand même voir qu'on change d'échelle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a à voir. Alors, Rien que vous venez de nous parler de votre premier bouquin, si j'ai bien compris, de votre premier livre, et vous nous avez annoncé la sortie du prochain qui serait donc au mois de juin. Or, là, on est déjà quasiment mi-avril, c'est-à-dire que c'est dans un mois et demi, 2 mois. Alors, Oui, mon général, je vous propose qu'à ce moment-là, hein, peut-être d'accord, on en reparle et que vous veniez nous en faire amicalement une présentation. Hein, parce que je d'accord. crois que ça, c'est quelque chose de très important. C'est cette pédagogie que, à notre place, là, je parle de ce que moi je fais, ce que vous faites avec vos articles, avec vos interventions, c'est justement de la réinformation.
parce qu'on a une espèce de bouillie qui arrive comme ça. Et donc, c'est ce que je dis, moi, quand j'essaye de faire de la pédagogie juridique, puisque mon lieu d'énonciation, c'est la compétence juridique, dont j'espère que je dispose. Et c'est à partir de là que je porte un regard critique sur l'actualité. Vous, c'est à partir de compétences militaires et stratégiques. Et voilà, on essaie d'éclairer un petit peu par différents moyens. Il y a ces émissions, il y a les articles, et il y a bien évidemment les bouquins pour essayer de faire progresser et d'éclairer les citoyens. Mais ce qui est d'ailleurs une noble mission, hein, en général, hein. Alors Et je voilà, pense qu'on va la... voilà vous voyez, puisque vous venez, voilà, je viendrai vous parler de Ah, vous avez déjà la couverture. Ah, Ah ben oui, quand même. c'est Donc, toujours le plaisir. Le grand aveuglement européen. Voilà. C'est la maquette. Vous devez être en train, Oui, je oui, sais, non, non, mais là, je suis en train de relire les les épreuves. épreuves. Oui, Voilà. oui. Bon, Donc voilà, écoutez, j'ai essayé de montrer que voilà, on est aveuglé et que grand aveuglement, ça veut dire qu'on voit pas la réalité des choses, quoi. Voilà. On a occulté la réalité des choses. bien, je vous remercie Voilà. infiniment Je de vous nous en avoir prie. consacré ce temps-là. Et Merci je à vous dis vous. par conséquent à très bientôt. Je vous laisse à la correction des épreuves, hein. Mon dernier est sorti il y a 2 ou 3 ans. C'est toujours du boulot. Moi, je trouve que c'est un accouchement. C'est pas facile C'est d'écrire pas des facile. bouquins. C'est pas facile. C'est extraordinaire parce que, bon, en plus, il y a le prestige du livre en France, le prestige qui est attaché à la publication de bouquins. Mais c'est du boulot. Mais c'est du boulot. OK. Eh bien, écoutez, merci infiniment encore et à bientôt. À bientôt.